Les amis, dans cette nouvelle vidéo, je corrige avec vous un exercice très intéressant. C'est un exercice qui porte sur l'optique géométrique de PCSI, donc de classe préparatoire pour la physique et la chimie. C'est un exercice qui peut intéresser aussi d'autres élèves qui peuvent être en classe préparatoire intégrée, d'école d'ingénieurs ou des classes préparatoires, MPSI ou autres filières. Ça peut également intéresser des élèves qui sont au lycée, qui sont curieux ou qui ont vu tout simplement les notions de réfraction et de réflexion, puisque l'objectif de cet exercice, de cette question qui va être traité, puisque l'exercice ne sera pas entièrement traité dans cette vidéo. C'est un exercice qui est très intéressant, mais je vais traiter simplement la première question. Peut-être que je consacrerai d'autres vidéos aux autres questions, mais il va traiter sur une condition de réfraction, sur une condition de réflexion et sur l'angle d'incidence limite. C'est une question qui est très intéressante, qui revient souvent dans les devoirs surveillés, dans les exercices classiques et même dans les exercices de TD ou d'oral. Donc je vous invite à voir la vidéo jusqu'au bout pour ne pas rater la correction. Je vous invite également à mettre la vidéo sur pause si vous voulez faire par vous-même l'exercice. N'hésitez pas les amis, si vous regardez cette vidéo sans être abonné, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Ça prend une seconde et ça permet à la vidéo d'être indexée sur YouTube. Ça permet également de prendre de la visibilité sur le canal YouTube. N'hésitez pas les amis à liker, à partager, à commenter, à envoyer la vidéo à vos amis, à vos connaissances. Si jamais vous avez des amis qui sont intéressés, qui font des études en prépa par exemple, le contenu de cette chaîne peut être intéressant, aussi bien pour les élèves du lycée que pour les élèves du supérieur, prépa, université. Si vous voulez prendre des cours particuliers avec moi, sachez que c'est possible les amis, c'est possible de prendre des cours individuels ou collectifs, aussi bien en maths qu'en physique-chimie. Le seul bémol, c'est que ce sont des cours qui sont payants évidemment. Je reçois énormément de demandes d'élèves qui souhaitent des cours particuliers gratuits. Je ne donne pas de cours particuliers gratuits malheureusement. Non pas que je ne veuille pas donner des cours particuliers gratuits, c'est que malheureusement je n'ai pas forcément de bande passante et je suis submergé de demandes. Si je donne une heure de cours particulier gratuite, ça signifie que je vais devoir refuser un autre élève qui a la capacité de payer. Donc ce sont des cours qui sont payants et c'est à partir de 100 € de l'heure. Ça peut être un peu cher. Donc les amis, n'hésitez pas à regarder le contenu de cette chaîne si vous n'avez pas la capacité de payer des cours particuliers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je traite des sujets en particulier. Je le ferai si j'ai le temps évidemment. Je consacre du temps pour partager mes connaissances gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas à employer ce canal si vous êtes intéressé par des sujets. N'hésitez pas donc à le faire savoir dans les commentaires. Et donc on va commencer la résolution de cet exercice très intéressant. Alors les amis, l'exercice qu'on va traiter est l'exercice suivant. Donc il s'agit d'une fibre optique. Donc on considère une fibre optique à saut d'indice rectiligne de longueur L égale 2 km. Donc sur une longueur de 2 km, on a un rayon qui va se propager à l'intérieur. Un faisceau lumineux qui transporte une information potentiellement et qui va être amené à se déplacer à l'intérieur de cette fibre optique à saut d'indice. Qu'est-ce que ça signifie à saut d'indice? Ça signifie qu'on a un indice donc ici dans le cœur de notre fibre et on a un indice N2 donc qui est au niveau de la gaine donc qui entoure, qui enveloppe donc ce cœur. Donc on a le cœur qui a un diamètre D égale à 60 micromètres et dont les indices respectivement du cœur et de la gaine sont N1 égale 1,51 et N2 égale 1,49. Donc ce sont des indices de propagation. Cette fibre est placée dans l'air. Elle est clivée perpendiculairement à son axe et donc on a le schéma ci-contre qu'on voit ici. Donc l'objectif ici dans cette première question, c'est de montrer qu'un rayon lumineux ou d'un faisceau lumineux ne peut se propager dans la fibre que si l'angle d'incidence, donc il y a une condition sur cet angle d'incidence pour que d'abord le rayon lumineux puisse pénétrer à l'intérieur, pour pas qu'il y ait de réflexion en fait. Il faut qu'on ait une condition justement sur cet angle d'incidence et l'objectif de la question justement c'est de déterminer cette condition d'incidence pour qu'on puisse avoir une propagation à l'intérieur. Donc il faut en l'occurrence que cet angle d'incidence soit inférieur à une valeur limite I0 qu'on va chercher à exprimer en fonction des indices évidemment N1 et N2, l'indice du cœur et l'indice de la gaine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu manipuler une fibre optique, mais souvent effectivement on a à l'intérieur un matériau transparent qui va constituer le véhicule justement de transport ou de propagation, le milieu dans lequel une information qui va être contenue dans une
une onde lumineuse ou dans un rayon, un faisceau lumineux. Donc ça constitue le véhicule de transport justement de cette information-là. Et donc c'est très intéressant parce qu'ici il va falloir qu'on déploie nos connaissances dans la partie optique, donc tout ce qui concerne les lois de Snell-Descartes, notamment la loi de réflexion et la loi de réfraction. Voilà les amis, donc très bien. Donc la première chose ici qu'on va observer, donc on peut faire un petit schéma, on peut reproduire le petit schéma pour que vous puissiez comprendre la situation. On a donc... On va représenter simplement le cœur de cette fibre optique. Donc ici, on a deux moments importants. D'abord, on a un moment ici. Donc là, c'est l'entrée de la fibre optique. Donc là, c'est le cœur. Je ne vais pas parler de la gaine. Je peux d'ailleurs la représenter pour que vous puissiez avoir une idée aussi sur ça. Et donc, si on prend une section comme ceci, on va avoir ici un point I qui est un point d'incidence. Je peux l'appeler le point I par exemple. Et donc on a une incidence sur ce point I. Je vais représenter, pour pouvoir représenter donc l'angle incident, je représente la droite perpendiculaire qui passe par I, le point d'incidence. Et notre rayon I, il est en fait entrant comme ceci. Donc on a ici notre angle d'incidence I. Évidemment, qu'est-ce qui va se produire une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette incidence, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire une réfraction. Donc la réfraction, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ce rayon lumineux, en fait, qui a pénétré à l'intérieur du cœur de la fibre optique, on ne va pas avoir une continuité linéaire de ce rayon-là. Il va y avoir une déviation, une réfraction en fait, et on va avoir une trajectoire qui sera comme ceci, et donc un angle R, donc ça c'est l'angle réfracté, d'accord? Jusqu'à ce qu'on vienne taper contre la gaine. Et donc là, je peux considérer que ce point d'intersection ici, je peux l'appeler le point J. Et cette fois-ci, on ne va pas avoir une réfraction en fait entre les deux milieux, mais plutôt une réflexion. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réflexion totale qui va se produire ici. Donc là, on est à 16 degrés par un 15 degrés comme ça. Ben, il va falloir qu'on soit à 15 degrés ici. Voilà. Donc, pour respecter la loi de réflexion, etc., etc. Et donc, vous voyez que on va continuer comme ça, donc il va y avoir encore une réflexion qui va se produire à un point d'intersection. Je n'ai pas suffisamment d'espace pour pouvoir le représenter, mais vous avez compris la situation. Donc en gros, ici, je vais venir là représenter donc le plan vertical qui correspond du coup au plan normal, au point d'incidence J. Et là, donc, évidemment, on va avoir, c'est perpendiculaire, donc là on a un triangle rectangle comme vous pouvez le voir. Et là on a un angle d'incidence que je vais appeler I', et donc I' qui correspond à l'incidence au point J, suite à laquelle on va avoir une réflexion. Voilà donc notre situation. Mais vous voyez bien que ici, pour que le rayon lumineux puisse se réfracter à ce niveau-là, il faut qu'on cherche une valeur pertinente pour l'angle d'incidence I. Il faut qu'on cherche une valeur limite. À partir de quel moment, justement, ça va se produire. Ok. Première chose à préciser aussi, c'est que, en fait, on a des indices du milieu qui sont différents. Donc, on nous dit dans l'exercice que le cœur de la gaine a un indice N1. Donc, ici, on a un indice N1. La gaine, on a un indice N2. Et ici, à l'extérieur, c'est l'air. Hein. Donc l'indice de l'air, c'est 1. Je vous rappelle qu'on peut considérer que c'est 1. C'est comme l'indice dans le vide. Hein. Vous savez, l'indice d'un milieu, c'est quoi? C'est simplement la vitesse de propagation de l'onde lumineuse dans le milieu divisée par la vitesse sur le vide, en fait. C'est le rapport entre la célérité de la lumière dans le vide et la célérité de la lumière dans le milieu en question. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà au point I? Au point d'incidence I, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut appliquer la loi de Snell-Descartes. Donc, d'après la première loi
d'après la première loi de Snell-Descartes, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que NR sinus de l'angle d'incidence I égale à N1 fois sinus de R, de l'angle de réfraction. Voilà, étant donné que NR égale 1, donc sinus I égale à N1 sinus R. On va laisser cette relation ici, dans un coin, d'accord? Bon, voilà, donc j'ai rien fait, j'ai pas fait grand-chose ici, j'ai écrit simplement cette première loi de Snell-Descartes. Alors, maintenant, regardez bien les amis, on a ici un triangle rectangle, vous voyez? Ça, c'est notre triangle rectangle. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que la somme des angles dans un triangle, c'est de 180 degrés, donc pi. Donc, on a par ailleurs ici, on a par ailleurs I', donc I', cet angle-là, plus R, plus pi demi, ça fait pi. Donc I' plus R plus pi sur 2 égale pi. Donc, si je veux exprimer I' en fonction de R, ça fait quoi? Pi moins R moins pi sur 2. Donc, I' égale à pi sur 2 moins R. I' égale pi sur 2 moins R. Donc déjà, je peux exprimer l'angle d'incidence au niveau du point J en fonction de R, l'angle de réfraction au niveau de I. OK? Ensuite, on a ce qu'on appelle des conditions de propagation. Alors, conditions de propagation. Et là, je vais devoir faire appel aux cours. Alors, je vais faire une petite parenthèse de cours sur les conditions de propagation parce que c'est important et ça, c'est souvent les élèves ne savent pas à quoi ça correspond. Et je vais vous donner un exemple et vous allez tout comprendre. Donc, imaginez-vous que vous avez en fait une incidence qui se produit au niveau d'un point. Appelons ce point I, d'accord? Vous avez une incidence, donc un rayon incident ici qui intervient un rayon lumineux sur un milieu incident, donc qui est incident sur un milieu. Et donc, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire en fait ce qu'on appelle imaginons qu'on a une réfraction, d'accord? Ok. Imaginons qu'on a ici une réfraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on a une déviation, d'accord? Imaginons que la déviation soit comme ceci. Que l'angle R réfracté soit supérieur à I. C'est possible, c'est une possibilité. Donc imaginez-vous qu'on soit dans cette situation. On a I ici et on a R ici, d'accord? Donc on a I et R. Ça c'est un faisceau lumineux, un rayon lumineux qui est incident au point I. Alors qu'est-ce qui va se produire en fait? Imaginez-vous ce rayon lumineux, l'angle d'incidence, j'ai joué sur cet angle et j'ai augmenté l'angle d'incidence. Je l'ai envoyé avec une inclinaison plus importante, ou moins importante pour le coup. Donc plutôt que d'envoyer I comme ceci, je l'envoie comme ça, d'accord? Je fais augmenter donc l'angle d'incidence. D'accord? Donc le rayon, il n'est plus envoyé avec l'angle I, mais on va dire qu'il est envoyé avec un angle que je vais appeler ici I', supérieur à I. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, la déviation, elle va augmenter, d'accord? Elle va augmenter jusqu'à ce que, en fait, le rayon réfracté sorte parallèle ou tangent ou adjacent ici, en fait, au milieu, donc voilà, donc à la frontière, donc à la bordure entre les deux milieux, d'accord? Si on a un milieu d'indice 1, un milieu d'indice 2, plus j'augmente l'angle I, l'angle d'incidence, plus l'angle de réfraction augmente également. Et jusqu'à avoir une situation, en fait, comme vous pouvez le voir ici, où ça va sortir, non pas ici, mais ça va sortir là, en fait.
D'accord? Donc, notre rayon lumineux, il va sortir parallèle. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un R qui est égal à pi sur 2. D'accord? Si je continue l'inclinaison de l'angle I, si je prends une inclinaison qui est supérieure ici, et ben en fait, dans ce cas, on n'a pas de réfraction. Par exemple, si mon incidence, elle est comme ceci. Là, ce qui va se produire, en fait, c'est qu'on n'a pas de réfraction, mais on a plutôt de la réflexion, en fait. D'accord? Et donc, du coup, pour qu'il y ait, en fait, une réfraction, il ne faut pas que I dépasse une certaine valeur. Il ne faut pas que l'angle d'incidence soit trop grand. Si l'angle d'incidence a une valeur très importante, et ben dans ce cas, on n'est plus dans une situation de réfraction, mais on est dans une situation de réflexion. Et justement, on doit chercher justement la valeur limite de cet angle-là, au-delà de laquelle il n'y a plus de réfraction, mais plutôt une réflexion. Donc, vous voyez bien que l'angle réfracté, la valeur maximale de l'angle réfracté, ça peut être que 90, d'accord? La valeur maximale de R, ça ne peut être que pi demi, d'accord? Et donc, en fait, quand vous envoyez le rayon incident avec un I limite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un R limite qui correspond à ce I limite de pi sur 2. Et dans ce cas, si on applique la loi de Snell-Descartes, la deuxième loi de Snell-Descartes, la loi de réfraction en fait, c'est pas la première, c'est plutôt la deuxième, je crois que j'ai écrit la première tout à l'heure, mais la première c'est la loi de réflexion, aussi je crois que c'est la deuxième loi de Snell-Descartes. Donc si j'applique la deuxième loi de Snell-Descartes dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on va avoir? N1 fois sinus de I limite est égal à quoi? Est égal à N2 fois sinus de quoi? Si I a sa valeur limite, le rayon réfracté, il va avoir une valeur de pi sur 2 en fait, d'accord? Et donc, N1 sinus de I limite, dans ce cas, est égal à N2 tout court, parce que sinus de pi sur 2 est égal à 1. Et donc, je peux déduire la valeur de ce I limite en fait, puisque sinus de I limite, donc l'angle d'incident limite, au-delà duquel on n'a plus de réfraction, mais plutôt une réflexion, son sinus de cet angle, c'est N2 sur N1. Donc ça veut dire que I limite, c'est l'arc sinus de N2 divisé par N1. Et en fait, cette relation nous permet de quantifier, de mesurer avec précision l'angle I limite au-delà duquel on ne peut pas imaginer une réfraction, mais c'est plutôt une réflexion à coup sûr qui se produit. Donc la condition de, si je veux chercher une condition de réfraction, la condition de réfraction, si je veux avoir une réfraction, il faut que l'angle d'incidence, I, soit inférieur à ce I limite, d'accord? Il faut que I soit inférieur à ce I limite. Donc il faut que j'envoie la lumière avec une incidence qui soit inférieure. Si je veux au contraire une réflexion, et là en l'occurrence ça va être la condition de réflexion, dans ce cas, il faut que I soit supérieur à I limite, d'accord? Si I est supérieur à I limite, on a une réflexion totale. Si I est inférieur à I limite, on a une réfraction totale. Voilà les amis pour cette parenthèse de cours. Alors, si je reviens maintenant à la situation qu'on a. Donc les amis ici, afin qu'il y ait réfraction au point I, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait en fait? Il faut qu'on ait sinus de I limite, donc sinus de I. Il faut que ce soit inférieur à quoi? Il faut que ce soit inférieur à N du milieu intérieur, donc ici N1 divisé par NR. N1 divisé par NR. Donc là, il n'y a pas de problème, parce que N1 c'est 1,51, NR c'est 1. Évidemment, le sinus de I est inférieur à 1,51, là, il n'y a pas de problème. Aucun problème, parce que vous savez que le sinus est toujours inférieur à 1, peu importe la valeur de l'angle. Aucun problème. Donc là, effectivement, il n'y a pas de souci. Le sinus de I est inférieur à 1,51. Donc je peux écrire que plutôt c'est vérifié. Donc c'est condition vérifiée. C'est une condition qui est vérifiée. Ok, condition vérifiée. Maintenant, c'est pas du coup le point I qui pose problème, mais c'est plutôt le point J qui pose problème.
Donc, afin qu'il y ait réflexion maintenant, et non pas réfraction, réflexion au point J, qu'est-ce qu'il faut? Là, pour le coup, il faut que I', parce que l'angle d'incidence au point J, c'est ce que j'ai appelé I', il faut que I' soit comment? Il faut que I' soit supérieur à I limite pour qu'il y ait réflexion. Donc, il faut que I' soit supérieur à I limite. Mais c'est quoi I limite? On a dit que c'était arc sinus de quoi? Arc sinus de l'indice du milieu, de l'intérieur, donc du milieu qui est extérieur à l'incidence, donc c'est N2. Donc arc sinus de N2 divisé par N1. Arc sin de N2 divisé par N1. Il faut que I' soit supérieur strictement à ce I limite qui est arc sin de N2 sur N1. Et donc, du coup, c'est quoi I' on a dit? On a dit que I' c'était quoi? On a dit que c'était pi demi moins R, souvenez-vous. I', c'est pi demi moins R. Donc, je remplace ici pi demi moins R. Donc, ici, qu'est-ce que ça nous fait? Pi sur 2 moins R. Pi sur 2 moins R doit être strictement supérieur à I limite, donc à ce arc sinus de N2 sur N1. Et donc, R doit être inférieur à quoi? À pi sur 2 moins I limite, donc moins arc sinus de N2 sur N1. Ok? Très bien. Souvenez-vous les amis, moi je veux revenir à I. Mais j'ai R, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux appliquer la deuxième loi de Snell-Descartes, me baser sur la toute première relation qu'on a vue ici, c'est que sinus I, c'est N1 sinus R. Il suffit donc de faire le sinus des deux côtés, de multiplier par N1 pour remonter à sinus de I. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sinus de R, donc, doit être inférieur à sinus de quoi? Doit être inférieur à sinus de pi sur 2 moins arc sinus de N2 sur N1. Ok? Et je sais ici que sin pi demi moins x, souvenez-vous, c'est des maths, hein, sinus de, c'est de la trigonométrie, sin pi demi moins x est égal à cosinus de x. Donc là, ça nous fait cosinus, sinus de R doit être inférieur à cosinus de quoi? De arc sinus de N2 sur N1. D'accord? Et ensuite, pour avoir sinus de I, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier par N1 des deux côtés. Si je multiplie par N1 à gauche, N1 sinus R est inférieur strictement à N1 cosinus de arc sinus de N2 sur N1. Et je sais que N1 sin R est égal à quoi? N1 sin R, N1 sin R est égal à sin I. Donc, sinus de I doit être inférieur à N1 fois cosinus de arc sinus de N2 sur N1. Encore un petit peu de mathématiques, les amis. Un petit peu de maths. Donc, souvenez-vous, c'est quoi? Cos de arc sin de x. Égal à quoi? Cos arc sin de x. C'est quoi cosinus de arc sin de x? C'est racine carrée de 1 moins x carré. Vous vous souvenez? C'est racine de 1 moins x carré. C'est mathématique. Donc, si je fais cos, si je prends ici, je multiplie N1 fois cos de arc sin, qu'est-ce que je vais obtenir? On va obtenir ici N1, donc racine de 1 moins N2 sur N1, le tout au carré. Donc, je peux faire rentrer le N1 à l'intérieur, ça va faire racine de N1 carré, parce que N1 c'est racine de N1 carré, facteur de 1 moins N2 carré sur N1 carré. Voilà, et donc ça nous fait racine de N1 carré moins N2 carré. Donc sinus de I, alors sinus de I est inférieur à ça. D'où I est inférieur, doit être inférieur à arc sinus, et ça c'est notre angle I0. I doit être inférieur à ce I0 qui est en fait arc sinus de racine de N1 carré moins N2 carré. Je
Je peux faire le calcul, hein. I est inférieur donc à I0 qui est égal à arc sinus de racine carrée de N1, donc 1,51 carré moins 1, N2 c'était 1,49 au carré. Et donc I doit être inférieur, si vous faites le calcul, ça nous fait à peu près 14 degrés. Donc il faut que l'angle d'incidence soit inférieur, donc à l'entrée de cette fibre optique, il faut que l'angle d'incidence soit inférieur à 14 degrés pour pouvoir obtenir une réflexion au niveau du point J à l'intérieur. Donc vous l'envoyez à 10 degrés, 12 degrés, 14 degrés maximum pour que vous puissiez avoir une réflexion à l'intérieur. Et donc c'est la condition de propagation du rayon lumineux à l'intérieur de la fibre optique. On a vu beaucoup de choses les amis aujourd'hui, on a vu des notions donc de les lois de Snell-Descartes, on a vu la condition de réfraction, la condition de réflexion, on a vu des relations avec l'arc sinus, etc. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires. Si vous voulez que je traite les autres questions justement de cet exercice, n'hésitez pas à me dire également en commentaire. Je vous laisse comme ça l'exercice pour que vous puissiez vous-même, si vous souhaitez, faire les autres questions et me dire en commentaire si vous réussissez ou pas. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.